Nous allons poursuivre l'étude des dipôles électriques ou électrocinétiques et nous en étions arrivés à la question de la classification de ces dipôles. Tout d'abord, nous allons dire que pour ces dipôles, eh bien, il est convenu d'utiliser donc deux conventions d'orientation. Rappelez-vous que les notions d'intensité et de tension sont des choses qui sont algébriques, c'est-à-dire que pour la tension, je peux décider de mesurer VA moins VB, et je peux aussi décider de mesurer VB moins VA. Bien évidemment, dans une même situation électrique, VA moins VB sera l'opposé de VB moins VA. De la même manière, je peux tout à fait dans un circuit étudier le courant qui va de la gauche vers la droite, ou étudier le courant qui va de la droite vers la gauche. Suivant la façon dont j'ai orienté a priori mon courant, comme celui-ci est algébrique et que la situation physique ne change pas, eh bien ce courant, la valeur de ce courant pourra être positif ou négatif. Habituellement, on dit que l'on peut étudier un dipôle dans deux grands types de conventions qu'on appelle la convention récepteur et la convention générateur. On va appeler convention récepteur la situation où, qui est ici à gauche, où les flèches de I et de U sont en sens opposé. De la même manière, on va appeler convention générateur la situation où la flèche de I et la flèche de U sont dans le même sens. Attention, les valeurs de U et de I sont algébriques. Il ne faut pas confondre la convention d'étude avec la réalité des choses. Vous allez voir dans quelques instants que un dipôle étudié en convention récepteur pourra avoir d'un point de vue énergétique un comportement de générateur et vice-versa et réciproquement. Justement, introduisons la question de la puissance électrique. On dira que la puissance électrique est définie à partir du travail électrique, alors comme étant U fois I. Alors j'explique un peu cette notation. Supposons qu'on ait un dipôle qui est étudié tout d'abord en convention récepteur, pour lequel on est capable de construire la tension et l'intensité. En convention récepteur, cette puissance qui est U fois I va représenter la puissance algébriquement reçue par le dipôle. Alors les deux mots sont importants. Si le dipôle est en convention récepteur et que cette puissance est positive, elle sera effectivement reçue. Et si cette puissance est négative, c'est qu'en réalité, elle sera fournie. De la même manière, si un dipôle est en convention générateur, eh bien ça veut dire que le produit U fois I, dans ce cas-là, représentera la puissance électrique algébriquement fournie. Sur le fait que l'on se place... Alors, juste aussi un autre point, c'est que cette puissance est ce qu'on appelle une puissance instantanée. C'est-à-dire qu'on mesure la puissance à l'instant T. Et pour la calculer, on peut être amené à calculer cette puissance comme le rapport entre T et T plus dt, eh bien entre le travail électrique, c'est-à-dire l'énergie. Alors ici, delta W, ça serait l'énergie dans un cas algébriquement reçue et dans l'autre cas algébriquement fournie pendant cette durée dt. Donc on sait bien que d'un point de vue dimensionnel, une puissance, c'est le rapport entre une énergie et un temps. Pour l'instant, si vous avez du mal avec une notation P égale delta W sur dt, vous verrez qu'elle sera beaucoup plus compréhensible lorsque nous étudierons, par exemple, le travail mécanique. En fait, delta W, c'est le petit travail électrique pendant la durée dt. Et c'est algébriquement reçu ou algébriquement fourni, suivant que l'on est en convention récepteur ou convention générateur. Cette puissance, bien sûr, se mesure en watts, et elle peut se mesurer éventuellement avec un wattmètre, et elle est homogène. On rappelle qu'un travail, attention, est homogène à une énergie. Alors, sur la notion delta et D, c'est des subtilités entre ce qu'on appelle la notion de différentiel lorsque vous avez un D, et la notion de forme différentielle lorsque vous avez un delta. Pour l'instant, c'est compliqué, on verra ça un peu plus tard lorsqu'on nous étudierons beaucoup plus profondément la question, on va dire, du travail mécanique, par exemple.
Alors, juste une chose, j'ai parlé ici d'algébrique. Alors, algébrique, ça veut dire que ici, ça peut être positif ou négatif. Faisons un petit tableau. Supposons qu'on étudie d'abord un dipôle en convention récepteur. La tension peut être soit positive, soit négative. L'intensité peut être positive, soit négative. On regarde le produit des deux. Si le produit des deux est positif, c'est donc que le dipôle reçoit effectivement de la puissance. C'est un vrai récepteur dans ce cas-là. Il reçoit de la puissance. Si toujours en convention récepteur, les conventions qu'on a choisies, eh bien le produit U fois I est négatif, c'est-à-dire qu'en réalité, ce dipôle qui a été étudié en convention récepteur est en réalité un générateur. On peut faire le même raisonnement, et c'est en fait inversé, lorsqu'on se place en convention générateur. Je fais une remarque, ça explique bien que ce qu'on appelle la convention n'est qu'un choix de description et ne change pas le comportement réel du dipôle. Travail sur une durée delta t, c'est-à-dire énergie. Si on se place sur une durée delta t, l'énergie accumulée en réception ou en fourniture, enfin l'énergie totalement fournie ou l'énergie totalement reçue, ça va être la somme, c'est-à-dire l'intégrale ici, entre T1 et T2, par exemple sur une durée delta T égale T2 moins T1, de delta W, c'est-à-dire l'intégrale de P dt, c'est-à-dire l'intégrale de U fois I fois dt. Bien évidemment, si on se place en régime permanent dans le temps, c'est-à-dire que la tension et l'intensité sont des constantes, ici on peut les sortir de l'intégrale, et on dit qu'à ce moment-là, W12 entre T1 et T2, en fait, ça sera le produit directement de la puissance par la durée, et ce sera donc U fois I fois delta T. Rappelez-vous que vous n'avez le droit d'écrire que énergie égale puissance fois durée qu'en régime permanent. En régime variable, c'est faux. Caractéristique d'un dipôle. Alors en fait, on appelle caractéristique d'un dipôle la courbe qui va représenter l'évolution de l'intensité pour un dipôle en fonction de sa tension. C'est la représentation d'une courbe, alors pour l'instant j'en ai pas mis, qui va donner, dans l'espace IU. Alors cette caractéristique peut être soit statique, c'est-à-dire que on peut étudier l'évolution de l'intensité et de la tension lorsque l'on est en régime permanent de fonctionnement, ou alors en régime variable. On va essayer de trouver des exemples à cela. Je fais juste un dernier point, c'est que lorsque l'on a en fait ces caractéristiques-là, il va souvent apparaître deux points, qui sont le croisement de la courbe avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Alors, l'axe des abscisses, ici, ce croisement-là, c'est U0. U0 va représenter en physique ce qu'on appelle la tension à vide. En fait, c'est la situation où l'intensité est nulle. C'est ce qu'on appelle aussi la tension en circuit, alors il y a une petite coquille, en circuit ouvert. Donc c'est en circuit ouvert, je vais corriger la coquille. C'est la tension obtenue lorsque le dipôle n'est relié à rien du tout. Typiquement, vous posez une pile sur la table, la pile n'est reliée à rien du tout. Vous obtenez en fait une tension entre les deux bornes de la pile qui vaut sa tension à vide ou sa tension en circuit ouvert. En fait, c'est ce qu'on appellera dans le cas de la pile la force électromotrice de la pile. De la même manière, si maintenant je prends une pile et que, avec un fil de connexion, je relie directement la borne plus et la borne moins, dans ce cas-là, on parle de la tension va être nulle. La tension va être nulle puisque la tension d'un fil de connexion, c'est 0. Donc si on relie directement le plus et le moins, la tension aux bornes de la pile va valoir 0 et elle va débiter un courant qu'on appelle le courant de court-circuit. Court-circuit, ça veut dire que l'on a court-circuité le dipôle, c'est-à-dire qu'on a relié directement ces deux bornes. Donc c'est le courant obtenu lorsque l'on obtient un court-circuit. Justement, une fois que l'on a étudié ces dipôles, on va pouvoir caractériser ces dipôles de différentes manières, c'est-à-dire, premièrement, les classer, suivant que c'est ce qu'on appelle des dipôles actifs ou des dipôles passifs. On va dire qu'un dipôle passif, c'est un dipôle qui, lorsqu'il est soumis à une tension U égale à 0, n'est traversé par aucun courant. La conséquence immédiate, que l'on peut voir en figure 17, c'est que pour un dipôle passif, sa caractéristique va forcément passer par l'origine, sa caractéristique statique.
va passer forcément par l'origine. Voilà. Exemple, le résistor, le condensateur et la bobine sont en fait des dipôles passifs. Un dipôle actif, en fait, c'est un dipôle qui, même s'il n'est soumis à aucune tension, c'est-à-dire que même s'il est soumis à une tension qui est nulle, c'est-à-dire que même si on le court-circuite, eh bien le courant en fait est différent de zéro. C'est-à-dire que sa caractéristique ne va pas passer par ne va pas passer par l'origine. C'est ce qui se passe en figure 17. Ici, pour ce dipôle, c'est un dipôle actif, c'est-à-dire que sa caractéristique ne passe pas par l'origine. Je poursuis. Dipôle linéaire. Alors, la notion de linéarité en mathématiques est la même chose que la notion de linéarité en physique. On dit qu'une relation est linéaire entre deux grandeurs physiques si finalement, alors c'est vraiment un cours de mathématiques, mais c'est l'idée que, grosso modo, un exemple de linéarité, c'est la question de la proportionnalité. Alors la vraie définition, c'est de dire qu'une relation est linéaire, alors je vais quand même l'expliquer, parce que c'est pas forcément évident, mais disons que une relation entre deux grandeurs physiques est linéaire, si et seulement si, lorsque par exemple on double la première grandeur, eh ben on double forcément la deuxième grandeur. Lorsque par exemple aussi, la réponse à la somme, c'est la somme des réponses. Alors ceci sera vu beaucoup plus tard en mathématiques. On va simplement résumer ici dans ce chapitre-là que dans le cadre de la tension et de l'intensité pour un circuit, eh bien la relation entre la tension et l'intensité va obéir à une équation qu'on va appeler linéaire, c'est-à-dire une équation pour laquelle, au cours du temps, eh bien l'intensité et la tension vérifient une équation différentielle pour laquelle I, ses dérivés et pour U et ses dérivés, eh bien obéissent ici à une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Donc c'est ça qu'on va appeler en fait un dipôle linéaire. Et alors cette équation différentielle, vous voyez, elle a un ensemble de termes ici correspondant à l'intensité, un ensemble de termes correspondant ici à la tension, avec éventuellement ici une fonction du temps. Comme je l'ai dit, alors en bafouillant un peu, et j'en suis désolé, la notion de linéarité, ça sera vu en mathématiques lorsque vous introduirez ce qu'on appelle les R espaces vectoriels. Alors je vous laisse lire en fait la définition propre, j'ai un peu bafouillé tout à l'heure en disant que c'était la réponse à la somme qui vaut la somme des réponses. Je vous laisse dire simplement, voici la définition de ce qu'on appelle une application petit f qui est une application linéaire. Pour faire simple, l'application de la combinaison linéaire donne la combinaison linéaire des applications. C'est la définition la plus pure en fait d'une application linéaire. Et c'est ce qui se passe ici. Remarquez que finalement, ça s'applique aussi à ce cas-là. Donc toutes les opérations sont linéaires. Oublions cela pour l'instant parce que c'est un peu en dehors de ce programme. Nous allons simplement dire maintenant que si on se place en régime statique, eh bien ça veut dire que l'intensité et la tension sont nulles. Je reprends la définition qui est juste au-dessus. Eh bien dans ce cas-là, toutes les dérivées, je peux les barrer. Et puis, comme je me place en régime permanent, l'intensité est constante, la tension est constante au cours du temps, et puis cette fonction est nécessairement une fonction constante, sinon c'est pas possible. Si je simplifie donc cette équation en régime permanent, eh bien j'obtiens que AI0 plus B fois U0 égale F. Ce qui est finalement l'équation d'une droite. Alors que j'aurais pu aussi écrire où est-ce que je l'ai mis latex base, est-ce que c'est ça par exemple latex online par exemple non, c'est un peu compliqué ça. On va prendre un autre truc. Latex online. Je n'ai plus mon éditeur latex. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc en fait ici, on peut réécrire cette équation-là sous la forme I sur I0 plus U sur U0 égale 1. Alors, l'idée est assez simple, c'est que cette chose-là, c'est l'équation d'une droite aussi. Donc en fait, c'est l'équation d'une droite lorsqu'on représente I en fonction de U.
Alors si on réfléchit un peu, on aurait pu aussi l'écrire sous une forme, vous savez, y égale ax plus b. Alors si on essaie de tracer cela, ça donne ça. C'est-à-dire, alors juste une chose, quand je suis passé de là à là, ce que j'ai simplement fait, c'est que j'ai tout divisé par A0 d'abord, et puis j'ai ensuite divisé par... alors pardonnez-moi, j'ai divisé par... Excusez-moi, j'ai divisé tout par f. Donc en fait, vous voyez, je divise tout par f, et si je divise tout par f, j'ai A0 sur f fois i, plus B0 sur f fois u égale 1. Et je vais simplement la réécrire sous cette forme-là en disant que c'est i sur i0 plus u sur u0 égale 1. Autrement dit, i0 égale f sur a0 et u0 égale f sur b0. Voici l'équation de la droite. Et vous voyez qu'elle, finalement, quand on regarde un peu, on retrouve en fait ici I0 qui va représenter le courant de court-circuit, c'est-à-dire que c'est la situation lorsque, pour le dipôle, sa tension est nulle. Donc quand on fait U égale à 0, on barre ce terme-là, il reste I égale I0. Lorsqu'on fait maintenant ce point-là, donc ce point-là c'est lorsque I égale à 0, donc en fait c'est lorsque on est en circuit ouvert, donc c'est lorsque le dipôle n'est relié à rien du tout, lorsqu'il est en circuit ouvert, et donc U égale U0. Donc ici on a le courant de court-circuit, et ici la tension à vide. Et ça marche bien, si I égale à 0, on récupère U égale U0. Conséquence immédiate, vous le voyez, et c'est immédiat. En fait, la caractéristique statique d'un dipôle linéaire, en fait c'est une droite. Ici, tous les mots sont importants. Je parle bien de la caractéristique statique, c'est-à-dire en régime permanent, d'un dipôle linéaire. Et donc des dipôles linéaires, ça va être par exemple la résistance, ça va être par exemple une bobine, ça va être aussi un condensateur. Ensuite, un dipôle peut être symétrique ou polarisé. En fait, c'est une question simple, c'est de savoir si, lorsque l'on permute le dipôle, c'est-à-dire on prend le dipôle et on le branche dans l'autre sens, est-ce que ça a une conséquence? En fait, il y a des dipôles pour lesquels il n'y a pas de conséquence. Vous prenez une résistance que l'on utilisera en TP, cette résistance peut être branchée dans un sens ou dans l'autre. Ça ne change pas son comportement. Pareil pour une bobine. Pareil, par exemple, aussi pour un électrolyseur. A l'inverse, si on prend une diode ou une pile, le sens dans lequel vous allez brancher votre diode ou brancher votre pile a une conséquence. Et une autre façon de dire les choses, c'est de savoir si votre caractéristique, si elle est symétrique ou pas, par rapport à l'origine du repère, puisque en retournant le dipôle, en fait, vous changez à la fois le signe de l'intensité et le signe de la tension. Finissons-en, maintenant nous allons, après avoir classé les dipôles, on va essayer de donner un certain nombre d'exemples. Et là maintenant on va rentrer dans sur des choses que l'on doit vraiment connaître. On va commencer d'abord par les dipôles les plus simples, que l'on appelle les dipôles passifs et linéaires. C'est typiquement les 3 cas que sont le résistor, la bobine et le condensateur. Alors ces dipôles, on va, pour les présenter ici, les étudier en convention récepteur parce que c'est une habitude. On pourrait bien sûr aussi les étudier en convention générateur sans aucun problème. On prend d'abord en fait le cas du résistor. Et on dit qu'un résistor, donc qui est le nom de l'objet, qui possède une propriété qu'on appelle une résistance électrique. Cette résistance électrique, on va la noter grand R. On peut aussi noter grand G comme étant 1 sur R, et ce sera la conductance du résistor ou du conducteur ohmique. Cette résistance s'exprime bien sûr en ohm, et la conductance s'exprime en Siemens ou en ohm-1. Et si on se place ici, on voit qu'ici, alors ça c'est un exemple de résistance que l'on peut acheter sur le commerce. Elles sont généralement avec 3 anneaux, plus un anneau à côté, donc 4 en tout. 2 bornes, et puis le symbole européen de la résistance. Intensité et tension, vous voyez que je me suis placé en convention récepteur. Si on se place en convention récepteur, on a le droit d'écrire que pour cette tension-là et pour cette intensité-là, U égale RI. Autre façon de dire les choses, I égale U sur R, c'est-à-dire I égale G fois U. On peut aussi parfois voir dans la littérature ce symbole-là, qui est la notation américaine.
La résistance électrique se mesure en ohms, symbole oméga, et la conductance, qui est l'inverse de la résistance, se mesure en Siemens, symbole S ou ohm-1. Ordre de grandeur, vous devez savoir finalement que les résistances que vous allez utiliser en TP vont de quelques ohms, de centaines de ohms, à généralement quelques kilo-ohms, ou quelques dizaines de kilo-ohms. Ensuite, autre chose aussi assez remarquable que nous verrons en TP, lorsqu'on prend en fait la résistance interne d'un voltmètre, eh bien un voltmètre doit bloquer le courant dans sa branche pour pouvoir mesurer uniquement la tension. Et donc dans ce cas-là, généralement, un bon voltmètre, c'est un voltmètre pour lequel la résistance doit être suffisamment élevée. Et cette résistance peut facilement être de l'ordre du mégaohm, voire de la dizaine, voire de la centaine de mégaohms. Et on a intérêt vraiment à ce que la résistance soit la plus élevée possible. Et généralement, elle sera beaucoup plus grande que toutes les autres résistances, ce qui permet d'affirmer que généralement, le courant ne passe pas dans la branche qui contient le voltmètre. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à toujours brancher un voltmètre en parallèle. On verra ça dans quelques instants. A l'inverse, un ampèremètre, qu'on branche généralement en série, eh bien lui, vous avez intérêt à ce que sa résistance soit la plus faible possible, pour qu'il ne bloque pas le courant dans sa branche, et qu'il puisse le mesurer facilement. Enfin, lorsqu'on considère les questions des interrupteurs, on était où? C'était là. Eh bien, on pourrait dire qu'un interrupteur, c'est quelque chose, lorsqu'il est ouvert, qui bloque le courant, et lorsqu'il est fermé, mais en fait, finalement, on laisse passer le courant sans problème. Enfin, on pourrait dire que ce qu'on appelle un interrupteur ouvert, eh bien, en fait, c'est un résistor de résistance infinie. Et qu'à l'inverse, un interrupteur fermé, en fait, c'est un fil de résistance nulle. On poursuit. Eh bien, maintenant qu'on a dit cela, on peut tout à fait représenter la caractéristique statique pour ce dipôle, qui est aussi d'ailleurs une caractéristique dynamique, puisque la loi U égale RI est valable aussi en régime variable. Dans ce cas-là, on obtient une droite dont la pente, il suffit d'y réfléchir, vaut 1 sur R. Dont la pente vaut 1 sur R, puisque ça fait I égale U sur R. Continuons. La puissance et l'énergie, on se place en convention-récepteur. On l'a dit tout à l'heure. Si un dipôle est étudié en convention-récepteur, alors le produit U fois I représente la puissance algébriquement reçue à l'instant T par la résistance. Celle-ci vaut U fois I, RI carré, U carré sur R. Tout ça, c'est la même chose, U fois I, RI carré, U carré sur R. Et donc c'est un nombre qui est nécessairement positif. Donc c'est-à-dire que dans ce cas-là, cette puissance est effectivement reçue. Si on passe à l'énergie, eh bien on dira que l'énergie reçue, donc le travail reçu sur une durée T2 moins T1, et donc delta T, ça va être la somme, donc c'est l'intégrale de T1 sur T1 T2 de RI carré dt. Et donc vous obtenez en fait un travail qui vaut RI carré delta T, lorsque vous placez en régime permanent. J'ai été un peu trop rapide, donc en régime permanent, je peux sortir RI carré de l'intégrale, et ça me donne RI carré fois T2 moins T1, c'est-à-dire RI carré fois delta T. Petite remarque, et on l'a dit tout à l'heure, il faut absolument connaître la formule qui donne la résistance d'un fil électrique de section S de longueur L et de conductivité gamma, et donc c'est en fait R égale L sur gamma S. C'est quelque chose que vous reverrez très souvent en chimie lorsque vous étudierez les expériences de conductimétrie. Et typiquement, les matériaux qui ont en fait une bonne valeur de conductivité, c'est typiquement l'argent, le cuivre et les métaux. Et à l'inverse, si on prend des isolants, ils ont une conductivité qui peut être facilement de 10-15, 10-25, 10-16 pour ces isolants-là. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les semi-conducteurs, mais il se trouve en fait que c'est très compliqué les semi-conducteurs puisque il y a le problème en fait des trous, des lacunes qui entrent en jeu. Donc ça c'est dit. Alors, petite remarque anecdotique que l'on pourra revoir en TP. Lorsqu'on achète en fait une résistance, par exemple comme celle-ci, ici, souvent c'est un composant qui vous est distribué comme ça. Et en fait, il y a des anneaux.
En fait, il y en a 3 plus 1. En fait, il existe ce qu'on appelle un code couleur qui donne la valeur de la résistance. Alors, je vous laisserai le lire, mais pour faire simple, lorsque l'on a en fait... je dois faire une pause. Tac. Je vais faire une pause et je reprends. Tac. Tuc, tuc, tuc.